Le début de la Première Guerre mondiale est une tentative de guerre de mouvement, où la clé de la victoire d'une bataille est la manœuvre, généralement à pied ou à cheval. Mais rapidement, les lignes de front se figent, et les armées françaises, britanniques et allemandes s'installent dans un réseau complexe de tranchées et de fortifications. La nouvelle dynamique est la capture des tranchées ennemies, se faisant par le seul moyen vraiment possible, c'est-à-dire des assauts massifs de fantassins, armés de fusils, grenades, puis armes automatiques légères, voire gaz de combat ou lance-flammes. Cela devient le stéréotype de la Première Guerre mondiale sur le front occidental, avec des lignes de front qui stagnent, des pertes massives lors des assauts, un moyen fiable de percer les lignes au sol vient à manquer. Un des outils qui va permettre de briser la guerre de position sur le front de l'Ouest est le char d'assaut, aussi appelé dans son nom anglophone le tank. Initialement très rudimentaires, ces premiers tanks, tels que les Mark IV, Renault FT ou encore les Whippet, sont suffisamment blindés pour résister aux tirs de mitrailleuses, qui utilisent pour la majorité les mêmes munitions que les fusils de soldats à pied, et permettent d'assister l'infanterie lors des attaques. Le char devient un équipement clé de l'arsenal de la Triple Entente, là où l'Allemagne n'est pas compétitive sur ce point. Le seul char développé et mis en service par l'Allemagne est le A7V, construit à grosso modo une vingtaine, mais n'a pas eu d'impact significatif. Les captures allemandes de tanks s'élèvent à environ 200, mais en face, la production française et britannique atteint environ 8000 chars en 1918. Ces premiers modèles de chars étaient très peu confortables, peu fiables, avec une mauvaise motorisation, et la question de leur efficacité réelle reste à débat. La Première Guerre mondiale s'achève pour l'Allemagne le 11 novembre 1918. Le Deuxième Reich est complètement ruiné par la guerre, militairement, économiquement et politiquement, suite à l'abdication du Kaiser Wilhelm II et des révolutions de 1918 amorcées par des révoltes ouvrières. Un nouveau gouvernement est formé, la République de Weimar, un régime parlementaire remplaçant le système impérial. L'armée allemande est renommée la Reichswehr. Suite à sa défaite, l'Allemagne doit signer le traité de Versailles, le 28 juin 1919, et met en place des très sévères restrictions sur le plan militaire, en particulier les effectifs totaux limités à 7 divisions d'infanterie et 3 de cavalerie, soit 100 000 hommes et 4 000 officiers, ainsi qu'une production d'armes très limitée. L'Allemagne est interdite d'avoir une armée de l'air, de développer des gaz de combat, de nouvelles mitrailleuses ou des véhicules blindés. La Reichswehr est donc une armée de petite taille, à but strictement défensif ou de sécurité, limitée en équipement moderne, dans le but d'empêcher le retour d'un conflit majeur en Europe causé soit par l'Allemagne ou ses alliés. Ce traité est controversé, certains économistes britanniques le considèrent trop ferme, mais l'état-major français trop clément. Malgré la ratification du traité, il ne faut pas attendre la montée au pouvoir des nazis pour l'Allemagne à vouloir se réarmer dès le milieu des années 20. Chaque type d'arme prohibée, allant de la mitrailleuse aux avions et tanks, sont développés et testés en secret, parfois sur le territoire allemand, parfois dans des pays alliés ou partant des accords industriels et commerciaux. Certaines armes, comme les pistolets mitrailleurs S-100 ou mitrailleuses comme la MG30, sont développées par des ingénieurs allemands comme Louis Stange, mais fabriquées à l'étranger comme par Solothurn, en Suisse par exemple, subsidiaire de Rheinmetall. Ce système aura aussi lieu pour le développement de blindés. L'Allemagne de Weimar va rapidement s'associer à l'Union soviétique, sous les clauses du traité de Rapallo. Ce traité concrétise deux choses pour l'Allemagne et l'URSS, la concrétisation d'un plan d'invasion conjoint de la Pologne, ainsi qu'un retour diplomatique et militaire de l'Allemagne, qui est en soi une violation majeure du traité de Versailles, et dans les coulisses ouvre la porte au développement d'armes allemandes sur le territoire soviétique. De plus, l'Allemagne est dans les années 20 un des plus grands centres industriels européens, regroupant plusieurs grosses firmes majeures, comme par exemple pour les armes lourdes et l'artillerie Krupp, Rheinmetall et Henschel, et pour le domaine du chemin de fer et de l'automobile, on retrouve Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg ou MAN, Daimler-Benz, Maybach ou Krauss. La plupart des arsenaux tels que Spandau, DWM ou Erfurt sont totalement ou partiellement démantelés suite aux clauses du traité de Versailles et ouvrent la voie à des compagnies privées telles que Mauser, Erma ou Heinel pour prendre la relève. On constate donc que malgré la défaite allemande en 1918, la base industrielle pour un réarmement est donc déjà présente. La première étape est d'établir une doctrine et de l'intégrer dans un corps d'armée. Hans von Seeckt, un des anciens chefs d'état-major d'August von Mackensen, est un des organisateurs de la Reichswehr au moment de sa formation. Il est un personnage central puisqu'il base la Reichswehr sur plusieurs principes clés, avec un entraînement très exigeant, une professionnalisation des troupes, et bien sûr une préparation au conflit. Il conçoit aussi l'armée allemande comme une armée mobile et flexible, centrée autour d'un noyau dur de leaders compétents. On peut aussi rajouter qu'il tient des vues antisémites et anticommunistes, et il ne voit pas l'association avec l'Union soviétique comme étant amicale. Un autre personnage clé est Heinz Guderian, considéré par certains comme étant le théoricien majeur des forces blindées de l'armée allemande,
qu'il imagine comme étant une entité indépendante permettant de manœuvrer seule, avec ses propres objectifs, un peu à la manière de la cavalerie ou des Stoßtruppen. Ces unités sont appuyées par de l'infanterie motorisée, fantassins déplacés en véhicule et non pas à pied, unités de reconnaissance, artillerie autopropulsée, aviation, etc. Le blindé est au centre de l'écosystème, appuyé par une composante d'infanterie puissante pour tenir le terrain conquis. Un autre haut gradé, le général Ludwig Beck, imagine la chose différemment. Il considère que les blindés doivent rester sous le commandement direct de l'infanterie. Lorsqu'on arrive à la fin des années 20, on est encore loin d'un consensus sur l'utilité des blindés et leur rôle. Chaque pays et chaque armée a sa propre vision de l'utilisation de l'arme blindée, basée sur des conclusions différentes des leçons de la Première Guerre mondiale. Lors des premiers exercices, la Reichswehr met en place des scénarios où les blindés seront simulés par des chariots poussés à la main, vélos ou voitures déguisées avec des structures en toile. Pour tenter d'échapper à la suspicion française et britannique, les Allemands établissent un centre d'entraînement et de test à Kazan, à 600 km de Moscou. Ce centre est surnommé Panzerschule, ou école de blindés. Y sont testées de nombreuses techniques et technologies, allant de la communication par radio, d'essais en tout terrain, entraînement tactique, etc. Ce centre se révèle bénéfique pour l'Allemagne comme pour l'URSS. En 1932, plusieurs points sont dégagés suite aux résultats des entraînements. Le char est uniquement une arme offensive et est au centre du champ de bataille lorsqu'utilisé. Ils reçoivent des ordres spécifiques et ne sont jamais subordonnés à l'infanterie. L'élément de surprise est capital, le commandant doit se trouver à l'avant d'un assaut pour être efficace, et une section de chars légers est nécessaire pour des missions de reconnaissance et de liaison. Le général Oswald Lutz, un autre personnage clé, propose de compenser les faibles effectifs de l'infanterie par une large motorisation et utilisation des voies ferrées, pour compenser la mobilité et manœuvre ne pouvant plus être assurées par la cavalerie. Les divisions blindées allemandes sont donc imaginées comportant plusieurs types de véhicules, avec notamment des chars moyens de deux types, l'un armé d'un canon anti-char et le second un obusier contre l'infanterie et les fortifications. Lorsqu'on arrive en 1933, ces véhicules sont encore des concepts sur papier. Le temps de leur développement et mise en service est estimé entre 5 à 7 ans. Lutz et Guderian proposent donc l'introduction d'un véhicule d'intérim, afin de premièrement entraîner les troupes et les familiariser avec la manœuvre en présence de tanks, de former des tankistes pour le combat, conduite et maintenance, et deuxièmement pour fixer un complexe industriel capable de produire des chars en quantité, de former une main d'œuvre compétente et gagner en expertise. Bien que Ludwig Beck considère la création de ce véhicule intermédiaire comme une perte de temps et d'argent, le plan qui entrera en exécution est celui de Guderian. En 1926, l'organisme de procurement d'armes pour l'armée allemande, le Prüfwesen section 6 de la RS-Waffenamt du Reichswehrministerium, qu'on appellera Waffenamt 6, commande aux firmes Daimler-Benz, Krupp et Rheinmetall de construire un prototype de char armé avec un canon de 75 mm, nom de code Großtraktor, grand tracteur, supposant un projet de tracteur agricole. Chacune de ces compagnies produiront 2 véhicules prototypes. L'année suivante, les firmes Krupp et Rheinmetall reçoivent la commande d'un nouveau prototype armé d'un canon de calibre 37 mm, surnommé Light Tractor ou tracteur léger. Ces 2 prototypes étant des chars moyens, il est décidé en début 1930 de concevoir une 3e série de prototypes, ce coup-ci pour un char léger, nommé le Klein Traktor pour petit tracteur. Un centre est choisi à Kummersdorf pour effectuer les essais. Les spécifications du Klein Traktor le 2 juin 1931 sont un poids de 3,5 tonnes, un armement passant à un canon automatique de 20 mm, un blindage de 13 mm à l'avant sur les flancs, 10 à l'arrière, 5 mm au plancher, le tout motorisé par un moteur de 4 cylindres refroidissement par air, d'une puissance de 60 chevaux à 2500 tours minute. Le bloc moteur et la transmission seront placés à l'avant du véhicule. L'équipage est de 2 personnes, un conducteur, un tireur, avec possiblement un passager ou chargeur derrière le conducteur. La vitesse maximale doit être de 45 km/h et l'autonomie de 200 km. Parmi les véhicules très influents de l'époque, on retrouve les sociétés britanniques Vickers et Carden Loyd, firmes exportant beaucoup de véhicules blindés et proposant beaucoup de licences. La Waffenamt 6 achète les 10 novembre 31 et 12 novembre 32, via une société écran, 3 chenillettes Carden Loyd. C'est sur ces véhicules que sera basé le châssis du Klein Traktor ainsi que ses suspensions. Une mise à jour des spécifications du 5 mars 1932 précise le modèle du moteur étant un Krupp M301 de 60 chevaux. Les rôles établis pour le Klein Traktor seront reconnaissance, liaison, plateforme pour armes, tracteur, véhicule d'observation d'artillerie ou de commandement. Un premier prototype de Klein Traktor est construit,
numéro de série 8000. La première démonstration du véhicule a lieu le 29 juillet 1932 après un retard d'1 mois. Les premières critiques sont les suspensions considérées fragiles, le poids du véhicule trop lourd de 300 kg et une motorisation trop faible. Un nouvel essai a lieu le 12 octobre. Le véhicule remplit maintenant les critères demandés. Lutz ordonne la production de 5 Klein Tractor. L'armement définitif est choisi comme étant demi-mitrailleuse dans la tourelle. On notera que durant la finalisation du véhicule, un grand nombre de modifications seront effectuées sur la transmission, le moteur ou les suspensions, et il serait trop long de toutes les mentionner. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en début 1933, le développement de blindés se poursuit. Le gouvernement nazi belliqueux est séduit par la doctrine de Guderian et des fonds sont débloqués. La Panzerschule est fermée et toutes les coopérations avec l'URSS sont avortées. Les compagnies choisies pour développer la tourelle sont Krupp et Daimler-Benz. Durant l'année 1933, sont construits 5 prototypes de série 0, numéro de série 8001 à 8005, et sont constamment modifiés afin d'obtenir le châssis automobile idéal. Le 1er juillet 1933, les prototypes de Klein Tractor sont jugés satisfaisants. Krupp reçoit un contrat de production de 135 véhicules, sous le nom de code Tracteur Agricole série 1 ou abrégé en allemand LAS série 1. Daimler-Benz, Rheinmetall, MAN et Henschel reçoivent aussi un contrat de 3 véhicules, soit pour un total de 150. La transmission est construite par Rheinmetall. Jusqu'en juillet 1933, l'armement destiné au LAS est toujours le canon automatique de 20 mm, mais il est aussi envisagé de potentiellement installer un 37 mm ou un mortier. Mais en juin 1932, lorsque Daimler-Benz et Krupp compètent pour concevoir la tourelle, il leur est demandé que l'armement consiste en 2 mitrailleuses. Mais au cours de l'année 1932 à 1933, plusieurs problèmes sont mis à l'évidence. Lorsque monté sur la superstructure, l'arc de traverse et d'élévation du canon n'est pas suffisant, ce qui nécessite un redesign de la superstructure. Lorsque mitrailleuse est ajoutée en coaxial, il n'y a plus assez de place pour le canon, et tous ces petits problèmes mènent à la décision en juillet 1933 d'abandonner le canon de 20 mm et de rester sur 2 mitrailleuses, car cela nécessite un réagencement complet du véhicule, un projet estimé à 2 ans. Il en résultera la genèse d'un nouveau projet, lancé en février 1934, celui du LAS 100. Le châssis étant finalisé, il ne manque plus qu'à terminer la superstructure et la tourelle. Les spécifications pour ces dernières sont une hauteur minimale, au moins 10 mm de blindage pour la tourelle, un armement d'au moins 1 ou 2 mitrailleuses, en fonction de la place offerte dans le mantelet, mitrailleuse alimentée par chargeur ou bande. La visée doit se faire avec un télescope, avec comme backup la mire métal des mitrailleuses. L'arc d'élévation des armes doit être de -15 à +25 degrés. Les ports de vision doivent être refermables et protégés par un verre de protection contre les éclats de balles ou le shrapnel. Le commandant doit pouvoir voir dans toutes les directions, y compris à l'arrière. Et le conducteur doit avoir un port de vision à l'avant et sur un côté. En juillet 1934, la demande pour ces véhicules augmente jusqu'à 300. Une seconde série est donc rapidement commandée. Les compagnies qui produiront ces LAS de série 2 sont Krupp, MAN, Henschel, Rheinmetall et Daimler-Benz. On peut rajouter qu'entre 1935 et 1937, ils seront peints en gris et non pas en dessin de camouflage afin de les déguiser en véhicules civils. Les LAS de série 2 ont un poids total de 5 tonnes 4, 200 km d'autonomie avec une capacité en carburant de 140 litres, la hauteur du véhicule est d'environ 1,75 m, motorisé par un moteur Krupp M305. Théoriquement de 60 chevaux, ce moteur n'arrive pas à délivrer plus de 50 à 55 chevaux. Tous ces véhicules sont équipés de radios, mais pour les véhicules subordonnés, il ne s'agit que d'un récepteur. Les suspensions sont à ressort plat. L'équipage est composé d'un conducteur et d'un commandant qui opèrent aussi les armes. Sont stockées au total 2250 munitions de mitrailleuses, réparties entre 2 mitrailleuses MG13. Une commande supplémentaire a lieu en 1935, en août, d'un total de 150 unités. Ce batch est appelé initialement LAS série 3. Entre novembre 1935 et avril 1936 est construit une série 4 de 134 véhicules. Le nom LAS sera changé en MG Panzerwagen, puis en octobre 1935 MG Kampfwagen et en novembre MG Panzerkampfwagen. Il faut attendre avril 1936 pour que le nom Panzerkampfwagen 1 devienne définitif, index Sonderkraftfahrzeug 101. Les séries 2, 3 et 4 forment la variante A ou Ausführung A. Le total de cette variante sera de 1190 véhicules.
Basées sur le concept attribué à Guderian, les premières Panzer Division sont basées sur le concept de plusieurs modèles de tanks ayant leur propre rôle à jouer dans un écosystème. Cette doctrine est immédiatement mise à l'essai dans de nombreux exercices, dans lesquels les Panzer I participent. C'est donc en partant de peu que les Allemands finissent par construire un véhicule blindé fonctionnel, bien que différent des critères originaux et en effectuant de nombreux compromis, notamment l'armement réduit à 2 mitrailleuses et un moteur trop peu performant. Des mises à jour sont rapidement mises à l'étude. Dès août 1932 est étudiée l'installation d'un moteur à refroidissement par eau Bussing type G, mais nécessitant un redesign du châssis. Une alternative proposée, un moteur de 6 cylindres de 90 chevaux à refroidissement par eau NL38 construit par Maybach, est finalement choisi. On retrouve ce moteur dans le semi-chenillé SDK FZ6. Après modification, il délivre 100 chevaux, mais la différence en mobilité n'est pas très significative. Le châssis est rallongé, nécessitant l'addition d'un galet de roulement supplémentaire. De plus, les ports de vision arrière sont retirés. Les Panzer I avec moteur Maybach forment la variante Ausführung B. On les retrouve néanmoins toujours appelés LAS à partir de la série 5. Cette nouvelle série est commandée en janvier 1936 et démarre sa production en été. Cette série sera construite au nombre de 253, 146 pour la 6ème série, puis 147 avec les 7ème et 8ème séries. Plusieurs batchs sont initialement destinés à l'entraînement, mais certains seront modifiés pour recevoir des armes et serviront au combat. Leur nombre exact est difficile à estimer. Une autre variante importante, dite de commandement, le SDK FZ265, est construite au nombre de 231. Ils sont reconnaissables avec l'absence d'une tourelle et une superstructure rallongée. Les Panzer I dédiés à un rôle de reconnaissance d'artillerie et d'ambulance ont une superstructure similaire. Au total, la variante Ausführung B sera produite à 399 exemplaires, incluant 147 conversions. Les principales différences entre les Ausführung A et B sont l'échappement, le nombre de galets de roulement et la présence de boulons sur le port de vision conducteur. Krupp considère le type de roulement du Panzer I comme inadéquat et explore la piste de suspension en barre de torsion, système de suspension utilisé par exemple sur le Landwerk L60. L'ingénieur Heinrich Kniekamp, un ingénieur impliqué dans le développement des tanks en Allemagne et en particulier des semi-chenillés, est placé à la tête des projets de chars en 1937. Il est d'ailleurs la personne à l'origine du système de nomenclature expérimentale VK signifiant Volketten ou chenillé. Kniekamp imagine un système de suspension en barre de torsion où le train de roulement n'aurait pas besoin de galet de retour et comprenant des chenilles avec joints lubrifiés. Il décroche un contrat pour un châssis expérimental de 3 tonnes ou VK3 accepté par la compagnie Krauss à l'origine du semi-chenillé SDK FZ7. Le développement du VK3 démarre en octobre 1937. Bien que n'apportant aucune grosse nouveauté avec le même moteur et configuration interne, le nouveau système de suspension lui donne une vitesse estimée à 80 km/h et est reconnaissable avec un train de roulement superposé caractéristique. Le châssis est accepté en avril 1938 et sera renommé VK6. Un nouveau moteur est choisi, le Maybach HL54, délivrant 115 chevaux, puis un Maybach HL61 de 130 chevaux. De nouveaux changements ont lieu en début 39, avec raccourcissement du châssis, des chenilles élargies et un nouveau moteur, le Maybach HL45 de 150 chevaux. Une coupole est rajoutée sur la tourelle et le blindage de face est augmenté à 30 mm. Mais la principale différence est le changement de l'armement. L'installation d'un canon de 20 mm étant toujours impossible, une alternative émergera du côté de Mauser. À ce moment-là, le fusil anti-char principal de l'armée allemande est le Panzerbuche 38, tirant une munition assez atypique, de calibre 7,92 mm, nommée Patronne 318. Mauser va modifier le canon automatique MG151, initialement destiné à l'aviation, pour accepter cette munition. Cette variante sera appelée Einbauwaffe 141 et est une sorte de fusil anti-char semi-automatique. La mitrailleuse MG13 est remplacée par la mitrailleuse MG34, devenue standard et dans l'infanterie et dans les véhicules terrestres. La première série pilote de 40 exemplaires est commandée le 15 septembre 1939. En avril 1940, le véhicule est nommé Panzerkampfwagen 1 Neue Art, ou Nouvelle Construction. Son armement est constitué du Einbauwaffe 141 avec une mitrailleuse MG34, pour un poids total de 6 tonnes 4. Initialement, ce véhicule est un backup si un autre projet, le VK901, prototype du Panzer II Ausführung G, venait à échouer. Lorsqu'on arrive en été 1941, ce Panzer I destiné à être utilisé par les troupes aéroportées se révèle être largement obsolète, avant même le démarrage de sa production en série. Une décision est prise en juillet d'ajouter des jupes de blindage, augmentant le poids jusqu'à 7 tonnes 3. Le début de la production est repoussé en octobre, mais Daimler-Benz doit avancer cette date en fin 1941.
Cette variante sera finalement nommée Ausführung C et sa production démarre en juillet 42. Son poids final est de 8 tonnes. Au total, 40 seront construits, 2 seront envoyés sur le front de l'Est et les 38 restants dans une unité de réserve en Normandie. Quelques-uns seront retirés pour servir de char d'entraînement. Sa vitesse maximum sur route est d'environ 80 km/h, avec 300 km d'autonomie et un emport de 2100 munitions de mitrailleuses et 94 de fusils anti-chars. Leur production démarre en juillet 42 et s'achève un an plus tard. Ils ne voient que très peu de réels combats et uniquement en Normandie. La dernière variante est imaginée en fin 1938 par le général Walter von Broschitsch dans un rôle d'assaut de fortification tel qu'un char lourd. La seule limite donnée au projet est un poids maximum de 18 tonnes et est donc nommé VK-1801. Le projet est développé conjointement par Krupp, Krauss-Maffei et Daimler-Benz. Le design est approuvé le 29 décembre 1939 et 30 unités sont commandées. Il en résulte finalement un Panzer I surblindé, avec 80 mm au maximum au niveau du glacis avant et du mantelet, mais avec le même type d'armement qu'un Ausführung A ou B, c'est-à-dire de mitrailleuses, de type MG34. Sa vitesse maximum sur route est d'environ 25 km/h, pour une autonomie de 150 km. Il emporte 5100 munitions de mitrailleuses, et son poids total en ordre de combat est de 21 tonnes. Les exemplaires de pré-série sont complétés en mars 1942, mais ils seront produits uniquement durant cette année, à un débit très irrégulier pour un total de 30 chars. Cette variante est finalement nommée Ausführung F. Les Panzer I Ausführung C et F sont considérés comme des versions annexes aux variantes A et B, construites plus tard et ayant très peu de pièces en commun, une production en très faible nombre, et avec comme seul réel point de convergence la disposition de l'équipage, de la tourelle et du bloc moteur. Il est important de préciser que malgré le fait qu'il est souvent qualifié de chenillette vouée uniquement à l'entraînement, il s'agit d'un véhicule destiné à combattre dès le début, construit avec du vrai blindage, armé de mitrailleuses et utilisé dès les premiers conflits où l'Allemagne est impliquée. Et logiquement, le Panzer I est rapidement distribué dans les unités blindées, et ce dès fin 1935, avec environ 720 Panzer I Ausführung A disponibles dans les rangs de l'armée allemande. En octobre 1936, ce nombre augmente à 1160 Ausführung A, 52 B et 40 véhicules de commandement. Les premières opérations auxquelles participe le Panzer I se déroulent durant la guerre civile espagnole en début 1937. Le contingent allemand envoyé en Espagne s'appelle la Légion Condor et bien que principalement une force aérienne, des unités au sol sont aussi déployées, sous le commandement du général Wilhelm Ritter von Thoma. Les Allemands présents en Espagne servent principalement d'instructeurs de logisticiens et sont par conséquent présents en faible quantité. Les premiers Panzer I sont envoyés en Espagne en octobre 1936, mais ne participent au combat qu'au début de l'année suivante. Niveau tactique, ils sont principalement utilisés comme escorte de l'infanterie lors d'une attaque. Les rapports mentionnent un nombre notable de faiblesses. Le blindage et l'intégrité des soudures ont du mal à résister aux tirs denses de mitrailleuses, en particulier au niveau des ports de vision, où le verre de protection ne résiste pas aux balles. Le système de rotation de la tourelle est fragile, l'anneau de tourelle n'est pas suffisamment étanche, et liquide, potentiellement eau ou carburant à feu peut passer à travers. L'armement est trop exposé et donc trop fragile, et du shrapnel peut passer dans l'interstice du mantelet pouvant blesser l'équipage. Enfin, il est noté que lorsque le véhicule est immobilisé, il est rendu inefficace, néanmoins le véhicule est considéré suffisamment fiable. Mais le point majeur est l'armement inadéquat du Panzer I, en particulier contre des fortifications ou d'autres blindés, comme par exemple les BT et T-26 fournis par l'URSS, alors armés de canons de 45 mm 20K modèle 1932, pouvant facilement percer le blindage du Panzer I à toute distance d'engagement. Les munitions allemandes SMK ne peuvent percer les blindés russes qu'à une distance proche de 120 à 150 mètres. Pour pallier à ce problème, des canons anti-chars sont souvent déployés en appui. L'armement insuffisant du Panzer I, relevé relativement tôt, rend la mise en service d'un tank armé d'un canon de 20 mm d'autant plus urgente. Ainsi, durant la guerre d'Espagne, les Panzer I recevront des modifications. Les plus notables sont l'accueil d'un canon Breda de 20 mm italien ou d'un lance-flamme. Il faut rajouter que les Panzer I sont manœuvrés par les troupes espagnoles nationalistes et non pas des équipages allemands, contrairement aux pilotes de chasse et bombardiers, pilotés par les Allemands de la Légion Condor et par conséquent mieux entraînés. Les observations étrangères sont nombreuses. Le général britannique Fuller, un des théoriciens principaux des blindés durant la Première Guerre mondiale, occultiste et sympathisant fasciste, est reporter en Espagne et considère les Panzer I comme des véhicules inadéquats au combat et devant être uniquement utilisés pour des rôles de reconnaissance et de liaison. Les Français ont une opinion négative équivalente, critiquant principalement le manque de protection.
Il faut retenir que la guerre civile espagnole n'est pas un bon exemple d'application des tactiques allemandes, la doctrine de la Wehrmacht n'étant pas appliquée ici. Les équipages espagnols ne sont pas bien entraînés, et les Panzer I envoyés sont utilisés comme de simples casemates mobiles. On estime qu'au total, une centaine de Panzer I sont envoyés en Espagne, soit une cinquantaine de variantes A et variantes B. Le second conflit auquel participe le Panzer I est la seconde guerre sino-japonaise. Avec une production d'armes largement insuffisante, les Chinois du Second Front uni vont rapidement chercher des moyens de se procurer des armes, en particulier chez les puissances occidentales. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS et l'Allemagne nazie vont donc livrer pistolets, fusils, mitrailleuses, avions et véhicules blindés. La Chine achète en été 1936 15 Panzer I Ausführung A pour un prix de 1 million de Reichsmark. Mais la logistique chinoise ne suivra pas et ils ne seront finalement livrés que le 22 juin de l'année suivante à Nanking. Les chars arrivent dans un très mauvais état. Un représentant de Krupp sur place rapporte de la rouille excessive sur le châssis, les pièces automobiles et les optiques des armes, de l'eau accumulée dans l'habitacle et les composants électriques gravement oxydés par l'humidité du climat. Cet incident ternit la réputation du matériel allemand. Le châssis du Panzer I se montre très inadapté au terrain chinois, très humide, dense en végétation, avec un sol souvent inondé. Il est rapporté que les autres véhicules fournis, notamment le Vickers Sixton, se montrent tous supérieurs aux chars allemands. L'armement est une fois de plus critiqué comme étant insuffisant, et il est mentionné qu'une maîtrise de refroidissement par eau est une alternative préférable au MG13 à refroidissement par air. Le Panzer I est aussi sujet à la surchauffe, que ce soit au niveau du moteur, des systèmes électriques, et même de l'habitacle, à un point où utiliser les armes devient impossible. Après la bataille de Nanking, la plupart des Panzer I chinois sont détruits, au moins 2 sont capturés par les Japonais. Durant les années qui précèdent 1939, la production de chars ne fait que s'accélérer, et les effectifs des unités blindées augmentent. La doctrine blindée allemande prend peu à peu forme, avec la mise en service de nombreux véhicules, en particulier le Panzer II, réalisant la vision initiale pour un char léger avec un canon de 20 mm automatique, le Panzer III, armé d'un canon de 37 mm anti-char, et le Panzer IV, armé d'un canon basse vélocité de 75 mm, obusier conçu contre l'infanterie et position fortifiée. Après l'annexion des Sudètes, les autorités allemandes capturent les usines Škoda et CKD, apportant à l'inventaire les chars LT-VZ35 et 38, renommés Panzer 35T et 38T, considérés comme des chars moyens, plus ou moins équivalents au Panzer III. Il faut rappeler qu'à ces véhicules chenillés se rajoutent plusieurs modèles de voitures blindées, notamment la série des SDKFZ 220 ou 230. Certains ont déjà fait leur premier combat en Espagne ou en Chine. En juin 1937, 1109 Panzer I sont en service. En octobre, son nombre augmente pour 1468. Le 1er septembre 1939, après une longue préparation, la Wehrmacht exécute une opération faux drapeau sur la frontière germano-polonaise. Fall Weiss, l'invasion de la Pologne, démarre. La campagne est entamée avec un léger sous-effectif. Les Panzer I sont intégrés en tout type de divisions blindées, notamment des divisions légères, une sorte d'hybride entre une division d'infanterie et blindée, proposant une unité agile, mobile, composée uniquement de véhicules légers et assistée par une logistique importante, en utilisant beaucoup de camions. La masse de ces divisions reste néanmoins l'infanterie et les voitures blindées, et les seuls chars présents sont de type Panzer I et II. Parmi les 2859 chars engagés en Pologne, 1026 sont des Panzer I sur un total de 1445. Après la campagne sont rapportés 320 Panzer I perdus, plus 34 variantes de commandement, soit une portion significative. Durant la campagne de Pologne, l'écrasante majorité des chars allemands sont de type Panzer I et II, mais les blindés des forces polonaises sont majoritairement des 7 TP, copie sous licence du Vickers Mark E, déclinés en 2 versions, une avec 2 tourelles jumelées armées de 2 mitrailleuses, de type CKMWZ-30, une copie d'une mitrailleuse américaine, ou avec une seule tourelle et un canon Bofors de 37 mm. Les 7 TP ont un blindage maximum de 17 mm, ne proposent pas une protection suffisante. En termes généraux, les Panzer I, bien que légèrement armés, se montrent suffisants face aux blindés polonais, en effectif et entraînement insuffisant. Parmi les points importants relevés est la nécessité d'une composante d'infanterie pour assurer la sécurité des blindés face à l'infanterie adverse, particulièrement en combat urbain. Malgré leur relatif succès en Pologne, les Panzer I sont toujours critiqués pour leur armement et blindage jugés trop légers. Après la campagne de Pologne, la Panzerwaffe est réorganisée, les divisions légères disparaissent, trop légères en tant que divisions blindées, trop légères pour servir de cavalerie ou d'infanterie mécanisée, et les effectifs sont intégrés au sein de Panzer Division standard. Afin d'établir une présence forte sur l'Atlantique Nord, y installer des défenses et des bases de sous-marins, assurer un approvisionnement en minerais de fer et un lien ferroviaire avec la Finlande, le Troisième Reich porte son regard vers le Danemark et la Norvège. Suite à l'incident de l'Altmark, l'Allemagne démarre l'invasion de la Norvège le 9 avril 1940.
Bien que la proportion de véhicules blindés armés de canons anti-chars augmente progressivement dans la Panzerwaffe, les derniers modèles de Panzer 3 et 4 ne sont pas déployés en si grand nombre, supposément pour ne pas attirer l'attention sur eux et éviter de les perdre au combat. Au moment de l'invasion de la Pologne, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, mais aucune action militaire d'envergure n'est prise, malgré l'envoi de volontaires en Norvège. Il faut attendre le 10 mai 1940 pour que les affrontements démarrent. L'Allemagne lance l'opération Fallgelb, c'est le début de la bataille de France. Le plan n'est pas particulièrement audacieux, et la principale préoccupation consiste à ne pas répéter les erreurs de 1914. Bien que le tank soit considéré obsolète, les effectifs de Panzer I en mai 1940 sont de 1077. Le total de blindés engagés est de 3465. De même qu'en Pologne, les pertes sont lourdes. Les chars français, malgré leurs défauts, sont suffisamment blindés pour résister aux mitrailleuses des Panzer I, mais réciproquement, les 37 mm SA-18, des chars H-35, R-35 ou FCM-36 ne sont pas des armes anti-chars particulièrement efficaces. Le principal avantage allemand consiste en la cohésion des unités, l'intégralité des Panzer I possédant une radio. De plus, étant donné leur rôle, les Panzer I rencontrent rarement d'autres chars, et durant de telles occasions sont rarement seuls. C'est aussi durant la bataille de France que les Panzer II, auparavant suffisants pour un rôle anti-char, se montrent de plus en plus limités au niveau de leur armement. Et malgré leur faiblesse, les Renault B1 et Saumur S35 ont un armement bien supérieur aux Panzer I et II, ainsi qu'un meilleur blindage. A partir de 1941, les Panzer I sont progressivement retirés des premières lignes et remplacés par des véhicules avec un armement plus adéquat. Ils remplissent principalement un rôle palliatif en cas de déficit de blindés. Un petit nombre est envoyé en Afrique du Nord, modifié pour mieux supporter le climat, mais ne participe à aucun fait notable, servant principalement des rôles de sécurité, de même qu'en Grèce ou en Yougoslavie. Au commencement de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS, seulement 152 sont déployés, dans 6 Panzer-divisions sur 17. Ils cessent progressivement d'être distribués aux unités participant aux offensives, l'attrition prenant le dessus. En ce qui concerne le Ausführung F, le rôle étant équivalent à celui d'un char lourd, considéré leur armement bien trop léger, ils ne serviront jamais comme tels. Malgré la formation d'une unité formée en mai 1942, prévue pour un assaut sur Malte, avec l'avortement de l'opération Hercule, ils seront envoyés sur le front de Leningrad, en terrain marécageux difficilement praticable en fin d'été 1942. Ils seront utilisés pour des missions de contre-résistance, de police ou de génie, positions dans lesquelles leur blindage ne leur servira pas à grand chose. Compte tenu de ces limitations, la plateforme du Panzer I sera sujette à beaucoup de modifications et variantes auxiliaires, dues à sa large production et disponibilité. On peut aussi mentionner les variantes Ohne-Aufbau, servant de dépanneuse des plateformes pour entraînement, modification de l'armement, et variantes de génie comme par exemple variantes pour installation de ponts. Mais les 3 modifications les plus notables sont les suivantes. Le Flak Panzer I, afin de motoriser des canons anti-aériens et accompagner les blindés, 24 et peut-être 26 ont été construits. Le Sturmpanzer I, nomenclature non réglementaire désignant un châssis de Panzer IB, modifié pour accueillir un obus de 150 mm, servant un rôle d'artillerie autopropulsée. Ils seront produits au nombre de 38 et combattent pour la première fois en France. Cette variante est particulièrement critiquée, car exerçant beaucoup trop de poids sur le châssis et ne protégeant pas assez l'équipage. Enfin, le Panzerjäger I, pionnier du concept de chasseur de chars, est un châssis de Panzer I armé d'un canon anti-char Škoda VZ38 de calibre 47 mm, dans le but de permettre une mobilité accrue à un canon anti-char plus performant que le 37 mm PAC modèle 1936, ayant montré ses limites. Ils sont construits au nombre d'environ 200, entre mars et mai 1940, et aussi utilisés pour la première fois en France. Bien qu'offrant une faible protection pour l'équipage, le canon tchèque se révèle plutôt efficace dans les rôles anti-infanterie et anti-chars, jusqu'à leur première confrontation avec les T-34 soviétiques. Ils sont progressivement remplacés par les canons autopropulsés Marder, puis autres canons d'assaut et chasseurs de chars, offrant meilleure protection et puissance de feu. Toutes ces modifications augmentent le poids du châssis, pouvant causer problèmes de surchauffe et de surcharge, déjà présents sur le véhicule. Lorsqu'on le compare d'autres véhicules en développement ou en service au moment de son introduction, le Panzer I possède quelques éléments assez modernes, en particulier sa construction soudée et la présence d'une radio. Il reste cependant un véhicule de combat très léger et difficilement comparable à un réel char, mais plus à une chenillette comme le CV-33 italien, Vickers Mark E britannique, TK3 polonais et T-27 soviétique. Engagé dès le premier combat auquel s'implique l'Allemagne nazie en Espagne, c'est un blindé qui montre rapidement ses limites, autant du point de vue de sa motorisation, de son blindage et de son armement, et il est donc rapidement dépassé et rendu obsolète. Il est néanmoins un véhicule très important pour comprendre l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, s'agissant du premier blindé de série produit par le Troisième Reich, et établissant une base solide pour le développement des blindés durant les années 30 et 40. Enfin, parmi les acteurs impliqués,
on retrouve de nombreux généraux qui occupent une place centrale, en tout cas d'après leur propre dire, comme Heinz Guderian, Fuller, Oswald Lutz ou Ludwig Beck. Les industries impliquées dans son développement et production sont toujours d'actualité aujourd'hui. On retrouve Daimler-Benz et sa filiale Mercedes-Benz, marque clé de l'automobile. Krauss-Maffei, en coopération avec Wegmann, est à l'origine du MBT contemporain Léopard 2 adopté en 1979, un char armé d'un canon de 120 mm développé par Rheinmetall. Le Panzer I, bien que n'étant pas particulièrement impressionnant, démarre une dynastie de véhicules blindés très importante dans l'histoire militaire du XXe siècle.